La Meuse prend sa source à 402 mètres d'altitude, au pied du plateau de Langres. Elle parcourt 890 km et franchit plusieurs formations géologiques. Elle parcourt la Lorraine, l'Ardenne, le Condroz et les Pays-Bas. Son cours et sa vallée constituent une des principales voies de circulation et de communication nord-sud de la Gaule romaine, puis des États mérovingiens et carolingiens. Le fleuve est navigable depuis Verdun, mais de façon homogène à partir de Charleville-Mézières jusqu'aux villes actuelles de Roermond et Venlo, aux Pays-Bas. Les bateaux utilisés à l'époque étaient des barques monoxyles. Il s'agit de longs bateaux à fond plat. Après Venlo, le fleuve s'élargit et réclame une navigation maritime. Même si les grandes villes sont absentes sur son cours, la Meuse est jalonnée de nombreuses agglomérations urbaines. Leur importance stratégique et économique est indéniable. Le réseau routier qui rejoint la Meuse est encore largement utilisé au Haut Moyen Âge. La langue latine est maintenue comme langue officielle, tandis que le christianisme s'impose peu à peu comme religion d'État. Les structures administratives de la nouvelle religion coïncident avec les circonscriptions déjà existantes. Maastricht remplace Tongres comme siège du diocèse avant le milieu du VIe siècle. C'est dans ce contexte que s'épanouiront le commerce et l'artisanat entre le IVe et le VIIIe siècle. Verdun se développe sur une butte, au pied de laquelle l'agglomération gallo-romaine s'étend sur les rives de la Meuse. L'agglomération, au Haut Moyen Âge, demeure en partie méconnue. Cependant, l'ensemble des découvertes plaide plus en faveur d'un espace urbain clairsemé et organisé autour des lieux de culte. La topographie religieuse de Verdun est dominée par le groupe épiscopal, cité par Grégoire de Tours, construit au milieu du VIe siècle. Un oratoire est attesté en 534. Les nécropoles sont surtout connues par les découvertes fortuites. Dans la ville antique, elle se situe dans l'environnement immédiat des églises. Le nombre de sarcophages est important et les mobiliers sont caractéristiques du 7e siècle. À Dugny et Dieu, des nécropoles ont été mises au jour. Elles datent de la fin du 5e siècle jusqu'au 10e siècle. Charleville-Mézières résulte de la fusion de 6 communes qui constituaient déjà un tissu urbain continu. Charleville, Mézières, Montcy-Saint-Pierre, Mohon, Le Theu et Thion. L'agglomération s'est installée le long de 3 méandres de la Meuse. À Montcy-Saint-Pierre, des fouilles à l'emplacement de l'église primitive Saint-Pierre ont révélé 3 sépultures, dont une aristocratique datée du 7e siècle. Le site de Mézières-Masséria devint alors chef-lieu du territoire. La présence mérovingienne y est attestée par la nécropole dite de Manchester de la fin du 5e et du 6e siècle. L'importance de l'armement dans le mobilier funéraire, notamment celui des tombes masculines anciennes, est à mettre en relation avec la reprise de l'expansion franque sous Clovis 486-487. Mouzon s'étend sur une île, le long de l'axe Reims-Trèves. L'occupation du site est attestée dès le IIe siècle. Les fouilles ont mis au jour une portion importante de la voie romaine, de même que l'habitat. Au Bas-Empire, Mouzon connaît un essor important et devient au Haut Moyen-Âge chef-lieu du territoire avec son centre. L'existence d'un atelier monétaire confirme la vitalité économique de la cité. Lors de la campagne de fouilles de 1992, la stratigraphie de la rue de la Motte révéla des niveaux mérovingiens. La céramique retrouvée fournit un jalon chronologique appréciable pour la fin du 5e et le 6e siècle. Une quantité importante d'ossements d'animaux et de bois de cervidés travaillés était associée à de la céramique. Cet atelier est à mettre en parallèle avec ceux retrouvés à Namur, Huy et Maastricht. Vireux-Molin et Vireux-Wallerans sont 2 communes situées de part et d'autre de la Meuse. Au Haut Empire, l'habitat et les activités artisanales se concentrent en fond de vallée, sur la rive droite, où elles se prolongent jusqu'à la fin du 5e siècle. Au Bas-Empire, la population se regroupe sur les hauteurs dominant la Meuse. Les recherches archéologiques ont mis en évidence le système défensif du promontoire. La période mérovingienne est moins bien matérialisée.
Seuls quelques objets indiquent une présence qui serait à rechercher au confluent de la Meuse et de ses affluents. Une nécropole, localisée à mi-hauteur de la pente, a livré de riches tombes de soldats germaniques des 4e et 5e siècles. Ces derniers étaient casernés avec leurs familles dans la citadelle située au sommet du mont. Des bâtiments à caractère religieux, entourés d'une nécropole, occupent l'éperon rocheux de Vireux. La pauvreté du matériel funéraire n'autorise qu'une datation imprécise à la fin du Haut Moyen Âge. Namur, au confluent de la Sambre et de la Meuse, se développe à partir du IIe siècle après Jésus-Christ, sur la rive gauche de la Sambre et au Grognon. Cette zone, à vocation artisanale, sera occupée pendant tout le Haut Moyen Âge sans discontinuité. À sa périphérie et sur les ruines du Vicus romain se situent les 5 aires funéraires. Sur le plan de Masius, réalisé en 1575, figure la chapelle Saint-Martin, sur le flanc de la butte Saint-Martin. Des découvertes d'antiquités romaines et mérovingiennes sont mentionnées dès le milieu du XVIIIe siècle. Les mobiliers funéraires, dont celui d'une riche tombe du VIe siècle, attestent une occupation de cette nécropole jusqu'au VIIe siècle. L'église Notre-Dame, détruite en 1804, est certainement le plus ancien édifice chrétien important à Namur. Sa situation topographique est idéale, au croisement de l'ancienne voie romaine et du gué supposé de la Meuse, à proximité du quartier artisanal. Quelques objets des 6e, 7e siècles ont été découverts fortuitement dans ce secteur. Sous l'ancienne Grand Place, quelques tombes repérées succèdent à celles du Bas-Empire, souvent sans mobilier, observées à proximité immédiate de l'ancienne chapelle Saint-Remy. Une hache à tranchant développée et un bracelet à tampon indiquent une occupation de ce cimetière jusqu'au 7e siècle. Au confluent, les habitats mérovingiens succèdent aux structures romaines tardives. Des ateliers sont alignés sur l'ancienne voie romaine longeant la Meuse. Plusieurs fours découverts sous l'hospice Saint-Gilles et sous l'ancienne place Saint-Hilaire sont à mettre en relation avec la métallurgie du bronze. On y travaille aussi le bois de Cervidé. Sur la rive gauche de la Sambre, les fouilles préventives menées place d'Armes ont permis d'examiner le tracé d'une rue implantée sur les remblais de destruction d'un grand bâtiment romain. La céramique récoltée, ainsi qu'une fibule zoomorphe en bronze et un tiers dessous d'or de Madlinus confirment une utilisation de cette voie dans la seconde moitié du 7e siècle. Huy est situé de part et d'autre de la Meuse, dominée par une avancée rocheuse. La présence d'une fortification sur le mont Falise et une installation à son pied démontrent l'importance d'une première installation dès la fin du IVe siècle. Elle se prolonge pendant le 5e siècle et à l'époque mérovingienne. Le développement de Huy, qualifié de vicus et de portus, comme centre administratif, commercial et religieux, se poursuivra au 9e et 10e siècle. Le testament du diacre Adalgisel Grimaud en 634 mentionne l'existence de la collégiale Notre-Dame au confluent. Des nécropoles se trouvent sur les deux rives. Des fragments de sarcophages mérovingiens ont été retrouvés lors de travaux dans la collégiale et dans l'église Saint-Maur. Les fouilles de la nécropole de Saint-Victor attestent une continuité d'utilisation du 5e au 8e siècle. Quelques sépultures sont à signaler non loin de l'église Saint-Pierre. Plusieurs activités artisanales mérovingiennes se sont développées sur les deux rives. Les fouilles ont livré plusieurs fours de potier, des rebuts d'un four de verrier et les témoins d'une activité métallurgique. Les résidus du travail du bois de Cervidé ont également été retrouvés en abondance. Tous ces éléments prouvent l'intensité des productions artisanales à Huy du 5e au 8e siècle. À Amé, une agglomération antique s'est développée le long de la voie romaine. Toute proche, une villa était encore occupée au IVe siècle et au début 5e siècle. Un premier édifice de plan basilical fut édifié sur ses ruines. Ce bâtiment peut être identifié à l'église dédiée à Saint Georges, mentionnée en 634 dans le testament d'un diacre de Verdun. Sous le chœur de la collégiale fut retrouvé un sarcophage dont le couvercle portait l'image d'une dame nommée Sancta Crodoara. Ce sarcophage fut réalisé à l'occasion de l'élévation des reliques de la Sainte par l'évêque de Liège en 730.
La défunte peut être identifiée à Sainte-Aude et à la tante du diacre Adalgisel Grimaud, laquelle était enterrée à Amé. Le sarcophage, resté visible dans l'église jusque vers 1230-1240, fut alors enterré sous le maître-autel. La cité de Liège se situe au confluent de la Meuse avec l'Ourthe et la Légia. Les Romains y ont installé une villa qui connut son apogée au IIe et IIIe siècle. Une réoccupation partielle au début de la période mérovingienne est perceptible dans les vestiges de l'oratoire et du baptistère antérieur à la mort de l'évêque Lambert. D'après les informations archéologiques, le second édifice recoupant les ruines romaines serait la basilique édifiée au 8e siècle par l'évêque Hubert, sur le lieu du martyre de son prédécesseur, Lambert, assassiné vers 700. À l'époque mérovingienne, la ville de Maastricht peut être considérée comme un centre économique important. Dès le Bas Empire, la ville était entourée d'une enceinte de forme quasi rectangulaire. Entourée d'un fossé, elle comptait 10 tours rondes et 2 portes rectangulaires. À partir du début du VIe siècle, l'enceinte est devenue le refuge de l'évêque de Tongres. Le premier évêque, attesté par des sources écrites, est Servatius. Sur la tombe de Servatius fut construite une chapelle funéraire et des fonts baptismaux. Une deuxième phase correspond probablement à une construction plus imposante, mentionnée vers 560 par Grégoire de Tours. Le cimetière autour de l'église Saint-Servais montre une continuité d'utilisation entre le Bas Empire et le Haut Moyen-Âge. La plupart de ces tombes ont été perturbées par la construction d'autres sépultures et d'églises. Elles portent des inscriptions chrétiennes. On retrouve la même iconographie sur d'autres objets, comme des bols en terre sigillés, coupes en verre et garnitures de ceinturons damasquinés. Des activités artisanales ont été attestées à plusieurs reprises. Pour l'époque mérovingienne, il s'agit de production de perles de verre, travail d'ambre, métallurgie du bronze et métallurgie du fer, travail de bois de cervidés et production de céramique. L'ampleur de certaines activités laisse supposer un marché qui dépasse l'échelle locale. Les fours de potiers mérovingiens découverts à Huy et Maastricht permettent de mieux comprendre la production des céramiques mosanes au VIe et VIIe siècle. Les formes typiques de cette époque sont des vases biconiques décorés à la molette ou au poinçon dans la partie supérieure. Les molettes utilisées pour le décor sont fabriquées en bois de cervidé ou en bronze. Plusieurs exemples de poinçons en bois de cervidé sont connus à Huy. La céramique commune, non décorée, est plus abondante au 7e siècle. Les fours découverts à Huy et Maastricht sont à tirage horizontal. Ils sont composés de 3 parties: l'aire de chauffe, l'alandier et la chambre de cuisson. La majorité des céramiques mérovingiennes mosanes sont produites en cuisson réductrice, d'où leur aspect grisâtre. Plus rarement, le four ouvert a permis de produire des vases clairs.
Les fragments lapidaires mérovingiens connus dans la vallée Mosane proviennent de sarcophages ou d'éléments sculptés, le plus souvent en calcaire ou en pierre blanche. Les sarcophages sont des coffres généralement peu décorés, de grande dimension, trapézoïdaux, constitués d'une cuve profondément évidée, d'un couvercle habituellement monolithe. Comme aujourd'hui, les outils mérovingiens étaient adaptés au dégrossissage des roches tendres ou à la taille préliminaire. Les fragments architecturaux sont variés dans leur typologie, leur décor et leur raffinement technique. Certains étaient taillés sur le lieu même d'extraction, alors que d'autres étaient sculptés sur le site d'utilisation. Dans les ateliers de bronziers découverts à Namur, Huy et Maastricht, de nombreux fragments de moules en terre cuite étaient associés à quelques objets finis, à des déchets de coulées et à des creusets. Les moules utilisés dans ces ateliers sont tous bivalves et en argile. Le bronzier utilise soit une matrice en bois, en plomb ou en bronze, soit un modèle en cire qu'il insère dans 2 galettes d'argile fraîche. À son extrémité est aménagé un entonnoir qui permet la coulée du métal. De petits creusets sont utilisés pour couler le métal en fusion. Après refroidissement, le moule est brisé pour en extraire l'objet. Parfois, les objets les plus petits sont moulés en série, comme les clous, les rivets, les ardillons, etc. Pour façonner des objets en fer, le forgeron mérovingien utilise une forge à hauteur de la taille. C'est par martelage et réchauffe du fer que le forgeron inscrit la forme dans la matière incandescente, comme par exemple un couteau. Pour la confection d'une lame damassée, des plaquettes de fer et d'acier sont assemblées, puis étirées jusqu'à obtenir une barre de damas striée. La lame subit ensuite une trempe, un recuit et un piquetage. Après polissage, elle est soumise à une attaque acide révélant le décor. L'acier carburé devient sombre, tandis que le fer reste clair. À l'époque mérovingienne, des objets en fer sont également décorés par la technique de la damasquinure. Elle s'applique essentiellement aux garnitures de ceinture et de chaussures. L'incrustation consiste en un martelage d'un fil d'argent ou de laiton dans une gorge creusée à l'aide d'une petite gouge, sur un support en fer. Le plaquage est réalisé en martelant une feuille ou des fils côte à côte d'argent ou de laiton, formant ainsi un aplat de métal sur un support en fer préalablement quadrillé ou pointillé. Chaque damasquinure est forgée individuellement et est unique par sa forme et son décor. Les motifs sont essentiellement géométriques et animaliers stylisés. Les pièces de monnaie mérovingiennes en or sont frappées avec un coup de marteau entre 2 coins mobiles. Leur forme est irrégulière et les effigies ne sont pas très claires. Vers 590, on commença à utiliser les noms des ateliers monétaires sur les monnaies. Une demi-douzaine d'ateliers sont connus entre Verdun et Maastricht. Le bois de cervidés fut travaillé dans la vallée Mosane à l'époque mérovingienne. Au moins 4 villes, Maastricht, Huy, Namur et Mouzon, ont livré les témoignages de cet artisanat.
Des objets finis ont été découverts dans de nombreux ensembles funéraires. Après la récolte du bois de cervidés dans les forêts, on le travaille comme suit. La base du bois est d'abord enlevée, puis les branches latérales du mérin sont sciées. Ensuite, des plaquettes longitudinales et rectangulaires sont sciées également. Celles-ci sont ensuite retravaillées puis assemblées pour former un peigne composé. Après l'assemblage, les dents sont découpées et les peignes décorés. D'autres produits sont également fabriqués à partir des branches latérales, plus petites, dont on a façonné les extrémités. Parmi ceux-ci, les poinçons peuvent servir pour la décoration de la céramique. La base du bois de cervidé est utilisée pour fabriquer des amulettes ou des fusailloles. La verrerie mérovingienne s'inscrit dans la continuité avec le Bas-Empire romain. Le travail du souffleur consiste à cueillir au bout de sa canne une masse de verre chaud. Sur le banc, il fait rouler sa canne équilibrée et forme le verre avec un outil de bois imprégné d'eau. La pièce est réchauffée puis retravaillée en lui imprimant sa forme définitive. Le col est élargi puis façonné au fer. Une fois terminée, la pièce est recuite. Une autre technique consiste à mouler le verre pour la prise d'empreinte. Par soufflage, la boule de verre va s'incruster dans le moule. L'objet est alors détaché de la canne et est façonné avant recuisson. La plupart des verres ont été mis au jour dans les nécropoles mérovingiennes.